Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être présents. Merci d'être venus pour assister à cette conférence et ce concert de slam. Donc alors, je vais commencer par vous dire que je vais essayer de ne pas vous décevoir, mais ça va être très difficile parce que, vous savez, j'ai une grave maladie quand même, la schizophrénie. Mais en fait, je dis ça évidemment, vous avez compris, c'est avec beaucoup d'humour. Effectivement, c'est une maladie qui n'est pas facile, mais on peut s'en sortir et je vais vous expliquer mon parcours. Je vais vous expliquer également mon expérience de la maladie, de ma vie au quotidien. Je vais vous expliquer mon parcours aussi parce que je suis devenu aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné par la suite. Et maintenant, je fais du coaching en matière de schizophrénie, c'est-à-dire que j'aide à la fois les familles et les personnes atteintes de schizophrénie. Et je fais du slam aussi, ça vous verrez tout à l'heure. Donc alors pour commencer, j'ai pas une enfance, en tout cas une petite enfance malheureuse de mon côté. Je dirais même que j'ai une petite enfance heureuse. Tout se passe très bien jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mes 12-13 ans, même si je me sens différent. J'ai pas beaucoup d'amis, je suis pas très sociable à l'époque. Et c'est vrai qu'après, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de l'adolescence, il va y avoir ces crises qui vont venir. À la fois, donc, ça va être des voix. Une voix nommée l'autre, c'est comme ça que je l'ai appelé dans mon premier livre, parce que j'ai oublié de le dire, j'ai aussi écrit 2 livres. Et donc, en fait, cette voix que je vais appeler nommée l'autre, elle va s'immiscer sournoisement, petit à petit, dans mon esprit. Dans un premier temps, je n'ai pas conscience de ce qui se passe, de ce qui se trame, parce que moi, je suis un adolescent de 13 ans à l'époque. La schizophrénie, pour moi, c'est quelque chose de très vague. Je vois ça dans les séries américaines, notamment, où le suspect, il a toujours une maladie psychique. Donc, je ne me vois pas du tout comme ça. Et donc, du coup, pour moi, je n'associe pas du tout les premières crises, à la fois par rapport aux voix que j'entends, l'autre, par rapport aux hallucinations que je vais avoir, ou aux crises de paranoïa. J'associe pas ça du tout à la schizophrénie. En fait, c'est ma normalité de l'époque, de quand j'étais adolescent. Donc ce qui est étrange, c'est qu'en fait, je n'ai pas conscience que c'est pas normal en fait. Moi je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, j'ai pas de repère du tout par rapport à la maladie. Et donc du coup, à 13 ans, je vois par moments qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, que je suis trop stressé, que je suis trop dans l'émotion, qu'il y a ces voix qui reviennent de façon névrotique. Pour expliquer les voix, imaginez-vous, vous écoutez un vinyle, un bon vinyle, alors vous mettez ce que vous voulez, du Prince, c'est mieux, non je rigole, vous mettez ce que vous voulez, mais imaginez une voix qui vient en boucle, en mode repeat, qui tourne comme ça dans votre tête. Alors je vais vous donner un exemple. Moi, mes premières crises se sont manifestées en fait à la fois dans un bus, mais aussi dans la rue. Par exemple, vous croisez quelqu'un, donc quelqu'un de normal, qui n'est pas atteint de schizophrénie ou qui n'est pas en bouffée délirante, qui va se dire, je croise quelqu'un, la personne me fait un sourire, c'est parce qu'elle veut me dire bonjour, donc tout est normal en fait, tout est normal. Et moi en fait, en situation de crise, en situation de bouffée délirante, je me disais, elle te sourit, donc elle se moque de toi. Donc je m'inventais toute une fantasmagorie autour de ça, et en fait, ce qui se passait, c'est que les voix revenaient de façon névrotique, et elle se moque de toi, elle se moque de toi, elle se moque de toi. Et donc en fait, le problème, c'est que, dans un premier temps, vous avez la raison qui vous dit « Bon, écoute, t'es gentil, mais c'est juste une personne que t'as croisée. » D'accord, ça c'est la raison. Mais de l'autre côté, vous avez la voix qui vient, qui vient, et qui est répétitive, qui fait qu'à un tel moment, on y croit. Et c'est plus juste une voix parmi d'autres, c'est finalement quelque chose qui vient prendre le contrôle de votre entité spirituelle. Donc moi, en fait, la voix, je luttais toujours contre pour pas qu'elle prenne le contrôle de mon cerveau. Et je me souviendrai toujours d'un jour où je devais avoir 14-15 ans, on était en train de manger et on parlait avec mon papa. Et mon père me dit, tu sais Florent, il y a 2 étapes dans la vie d'un homme. Et la première étape, c'est quand ton cerveau te contrôle. La deuxième étape, c'est quand tu contrôles ton cerveau. Aujourd'hui, je mesure le sens et la portée de ses propos.
Parce que moi, quand j'étais en crise, quand j'étais en bouffée délirante, bah, je luttais justement contre ces voix pour garder le contrôle de mon cerveau. Et c'était très dur. Imaginez, quand on fait une crise de bouffée délirante, on n'en parle pas beaucoup de ça. Imaginez que vous avez fait une crise d'épilepsie. Bah, c'est exactement pareil, parce que psychiquement, après une bouffée délirante, vous êtes épuisé, vous êtes rincé, vous êtes complètement claqué. Moi, la première chose qui se passait, quand je faisais des crises comme ça, j'avais besoin de dormir, de faire une sieste de 2-3 heures des fois. Donc c'est vrai que c'était pas facile à gérer. Et en fait, là où j'étais très fort, c'est que je le cachais. C'est-à-dire que de 13 ans jusqu'à mon diagnostic de schizophrénie qui est tombé à 24 ans, ma famille n'était pas au courant, mes proches n'étaient pas au courant. Moi-même, j'ai envie de dire, j'étais pas au courant parce que je connaissais très mal la schizophrénie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, en fait, c'était tout simplement des passages où j'étais pas normal, mais comme je revenais à une forme de normalité plus tard, avec plus de sommeil, quand je reprenais le sport, donc du coup, je revenais à une forme de normalité. Donc il y avait ces phases, en fait, de bouffée délirante. Au début, ça durait quelques minutes, après c'était des heures, puis après c'était carrément des jours et des semaines entières. Et donc, le problème, c'est que comme je revenais toujours à une forme de normalité, je mettais ça derrière moi et je me disais toujours que ça n'allait pas se reproduire. C'est mon côté optimiste. Je me disais, bon, t'as encore fait une bouffée délirante, même si je ne connaissais pas le terme, je me disais, t'as eu ces voix, mais ça va plus se reproduire, parce que j'essaie d'être positif, notamment grâce aux valeurs qu'on m'a inculquées par rapport au sport. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous mettez les problèmes derrière vous, comme ça, bah, ils finissent par vous rattraper. Pourquoi? Parce que ça devenait de plus en plus difficile à gérer, à contrôler. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais à Rennes, dans la rue en fait, et je croise une bande de jeunes. À l'époque, je devais avoir 17-18 ans. Et il faut rien de particulier, hein, ils rigolent entre eux, quoi. Sauf que moi, je suis en bouffée délirante, donc ce rire, en fait, la voix me dit, il se moque de toi. Elle le répète plusieurs fois. Et donc ça m'énerve tellement que je pousse un des jeunes hommes qui me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Et les jeunes ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont complètement interloqués, et ils ont raison. Et moi, ce jour-là, bah, j'ai un peu déraillé, il aurait pu se passer quelque chose de grave, on ne sait jamais. Parce que du coup, ils étaient une dizaine, et on ne sait jamais, il aurait pu se passer quelque chose. Donc en fait, ces crises-là, je les mettais toujours derrière moi. Sauf qu'un jour, je vais faire une autre crise qui va se voir. J'ai envie de dire, heureusement. Parce que si elle ne s'était pas vue, j'aurais sûrement gardé ça en moi. Et en fait, c'est pas bon de garder les choses au fond de soi. Il faut pouvoir les sortir, il faut pouvoir s'exprimer, les exprimer. Et aussi, pour avoir un diagnostic, eh ben, il faut être au courant de ce qui nous arrive. Alors moi, je n'avais pas conscience de vraiment ce qui se tramait en fait dans mon cerveau. Donc à mes 24 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà j'ai redoublé plein de fois, j'avais des difficultés de concentration à l'école, mais j'ai quand même réussi à aller à la fac de droit. Donc à 24 ans, je suis à la fac de droit, ça commence à bien marcher pour moi, je commence à avoir des bons résultats à la fac. Donc je suis en deuxième année, et, parce que j'avais pas eu mon bac, donc j'avais fait une capacité en droit, c'est une équivalence au bac, donc je suis très fier parce que j'ai obtenu la mention bien, c'est le seul truc de bien que j'ai fait. C'est vraiment, je suis fier de moi parce que j'étais pas doué pour les études, mais la mention pour la capacité en droit à l'équivalence au bac, là, c'est quelque chose dont je suis fier parce que j'ai beaucoup travaillé pour. Donc après, je rentre à la fac de droit et je commence à avoir des bons résultats, mais je travaille énormément et je vais faire une grossière erreur. C'est que je vais plus m'octroyer de moments de détente parce qu'en deuxième année, la deuxième année en droit est très dure. Je vais me dire, tu bosses, t'arrêtes le sport. T'arrêtes de voir tes amis, t'écoutes plus de musique, tu bosses. Donc je vais tenir comme ça pendant 6 mois à dormir 3-4 heures par nuit. Et puis un jour, et ben forcément, quand on n'écoute pas son corps et son esprit, parce qu'il m'envoyait des signaux comme quoi ça n'allait pas, j'avais d'un côté les voix qui revenaient, des accès de paranoïa, et donc du coup, bah, je mettais ça derrière moi en me disant ça va passer. Sauf qu'au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, bah, forcément, quand on cache quelque chose, ça commence à grossir, et puis ça finit par sortir. Donc un jour, en fait, ma copine de l'époque, Angélique, qui était de Paris, était venue me rendre visite à côté de Rennes.
Et en fait, là, c'est pareil, il y a une voix qui va s'immiscer dans mon esprit. Alors imaginez que vous êtes dans un état normal, et puis d'un seul coup, comme si un éclair vous foudroie, vous avez une hallucination. Alors l'hallucination que j'ai eue, moi, c'est que je voyais mon papa qui revenait d'un voyage au Brésil pour son travail. Et en fait, mon père, dans mon hallucination, il a une autre famille au Brésil. Et donc, si on a des rapports conflictuels à l'adolescence, parce qu'à l'enfance ça se passait très bien, et quand j'ai eu l'adolescence c'était beaucoup plus compliqué entre moi et mon papa, faut dire que j'étais pas facile non plus. et c'est vrai que à ce moment-là, il y a une rage qui s'immisce en moi, une rage profonde, forte. J'ai l'impression que je comprends enfin, je dis bien l'impression, que je comprends enfin pourquoi avec mon père on a des rapports conflictuels, c'est parce qu'il a une autre famille au Brésil. Et donc forcément, il se fait un peu chier avec nous, quoi. En tout cas, c'est ce que j'imagine. C'est ce que j'ai dans ma tête à ce moment-là. Donc mon père nous appelle pour manger, moi et Angélique. Et moi, je me souviendrai toujours de cet satané escalier que je descends pour aller à la cuisine. Et là, en fait, il y a cette rage qui monte, qui monte, qui monte. Et on arrive avec Angélique, on s'assoit. Et je fixe mon père avec un regard noir. Mais vraiment, je le fixe... Et dans ma tête, il y a la voix qui répète de façon névrotique. Il a une autre famille au Brésil, il pense à sa famille au Brésil. En fait, ça revient comme ça tout le temps. Et donc, au bout de 5 minutes, mon père, voyant que je le regarde de façon... que je le dévisage, c'est même pas regarder, je le dévisage de façon noire. Mon père me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et je lui dis, tu sais très bien... je rigole maintenant, mais bon. Je lui dis, tu sais très bien pourquoi. Je me lève... Et je vais vers lui, et je le secoue par les épaules violemment, en fait. Donc toute la famille se réunit pour nous séparer. Et en fait, cet acte, quand même violent, parce que c'est quand même violent, à la fois psychiquement, mentalement, mais aussi physiquement, en fait, ça va être le début de quelque chose d'autre. Parce que le lendemain, maman, voyant ce qui s'est passé, va me dire, il faut que tu consultes un médecin. Et moi, je vais accepter, parce que je vois bien qu'il y a fait des années qu'il y a des choses qui ne vont pas, et qu'il est temps de se confier et d'essayer d'aller de l'avant. Bon alors, j'avoue que je ne savais pas ce qui m'attendait. Si j'avais su ce qui m'attendait à l'issue de l'entrevue chez le médecin, peut-être que j'y serais pas allé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le médecin va me demander si j'entends des voix. Et moi, je vais lui dire, non, j'entends pas de voix parce que j'ai peur d'être pris pour un fou, entre guillemets. Et donc, du coup, j'ai peur, en fait, que le médecin, il aille au fond de moi, en fait. Donc je lui dis, non, mais le médecin ne va pas être dupe, bien au contraire. Il va appeler les urgences psychiatriques, et donc du coup, je vais être interné dans l'hôpital psychiatrique. Alors il y a un événement aussi assez impressionnant, dont j'ai aucun souvenir. Ma mère en parle beaucoup mieux que moi. Quand on est sorti pas de l'hôpital, du cabinet du médecin, je me suis apparemment pris pour un super-héros. Ça fait partie de certains délires aussi. Et donc je me suis mis en plein milieu de la route en pensant que les voitures, finalement, comme j'étais un super-héros, elles allaient finalement exploser avant de m'avoir percuté. Du moins, c'est ce que je vais raconter à ma mère après. Moi, je m'en souviens pas de tout ça. Et donc ma mère s'est jetée sur la route pour me sauver la vie ce jour-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et quand je suis allé dans l'ambulance, ça par contre je m'en souviens, j'ai des souvenirs de ça. Je pensais en fait que j'étais... donc sur table d'écoute, donc j'ai pris mon téléphone et je l'ai balancé par terre le plus fort possible. Et l'ambulance, c'était plus une ambulance, c'était un convoi exceptionnel pour me faire sortir du pays. En fait, dans mon délire, j'étais recherché par toute la police de France, donc il fallait me faire quitter le pays au plus vite. Bon, apparemment ça a échoué parce que je suis toujours en France. S'il y a un policier, vous pouvez m'arrêter, maintenant il est peut-être temps. Et donc en fait, c'est pour vous dire que quand on est dans un délire, on y croit dur comme fer. On n'a pas conscience des choses. Certes, dans un premier temps, les premiers délires, mes premières bouffées délirantes, quand la voix venait, j'avais des moments de conscience où je me disais c'est pas possible, ce que tu crois voir ou entendre. Mais comme les voix revenaient de façon névrotique, et finalement, c'est comme de l'auto-persuasion, elle finissait par me persuader. Et donc, je vais être interné dans un hôpital psychiatrique à Rennes, à Guillaume-Régnier. Et là, en fait, les premiers jours, ça va être très dur.
Je vais passer de quelqu'un qui faisait beaucoup de pompes, beaucoup de sport et du basket, à quelqu'un d'amorphe en quelques jours, avec les médicaments qui sont très lourds à l'époque, parce qu'une des premières choses qu'on fait dans les hôpitaux, c'est qu'on essaye de reposer l'esprit, puisque la schizophrénie, c'est aussi une inflammation du cerveau, donc on dort beaucoup. Et je me souviens qu'au bout d'une semaine, on était dans des chambrées de 3 personnes, et j'avais sympathisé un petit peu, lors des rares moments d'éveil que j'avais, avec un de mes voisins. Et un jour, il me voit, en fait, en train de regarder par la fenêtre. Parce qu'il faut savoir que je n'avais pas le droit de sortir, parce que j'avais menacé de me suicider si on ne me laissait pas voir ma copine. Donc du coup, je n'avais pas le droit de sortir de l'unité, en tout cas les premières semaines. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je restais prostré devant cette satanée fenêtre en me disant bah, « j'aimerais bien aller dans le parc, il fait beau ». Et Julien, un jour, vient me voir et il me dit « mais qu'est-ce que tu fais devant cette fenêtre? Ça fait 2 heures que tu es devant. De toute façon, t'inquiète pas, si tu fais attention, bah, tu pourras ressortir un jour. Tu pourras aller te promener. » Ça paraît rien, ça paraît rien. Le pouvoir des mots, c'est 3 fois rien, c'est 3 mots balancés comme ça entre 2 phrases. Mais juste ce petit espoir, moi, ça a provoqué quelque chose. Parce que je me suis dit, il a raison, si je fais attention, que je prends les médicaments, que je fais des efforts, peut-être que je pourrais sortir. Au moins aller faire le tour dans le parc de l'hôpital. Donc, ça m'a remotivé. Et j'ai essayé, je me souviens, ça m'a marqué ça aussi. Le lendemain, j'ai essayé de faire des pompes. Bon, bah, j'en ai fait même pas une, je me suis effondré parce que j'avais des traitements très lourds. Mais en fait, j'ai appliqué ce que j'appliquais dans le sport, c'est-à-dire que je me suis dit, bah écoute, tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu vas réessayer demain, tu réessayeras le surlendemain jusqu'à ce que tu y arrives. Donc en fait, j'ai continué à avoir une petite routine où j'ai essayé de faire quelques pompes. Au début, c'était 1, après c'est passé à 5, et puis ça a augmenté. Et en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce qui est très important, c'est que la schizophrénie, elle fonctionne par phase, d'accord ? C'est comme le sport, c'est des phases. Vous avez des phases de progression, vous allez être mieux, c'est quand vous faites des efforts. Vous allez avoir des phases de stagnation, des phases où vous régressez, et même des phases après où vous allez reprogresser. Et l'art et le secret aussi pour s'en sortir dans ce domaine-là, ça va être la patience. Maintenir l'effort tout en étant patient avec soi-même. Et c'est ce que je vais appliquer parce que moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances à l'époque, ni en développement personnel, ni en neurosciences, ni en maladie psychique. Je vais appliquer ce que je connais dans le sport. La technique des petits pas. Donc, je vais me fixer un premier objectif qui va être retourner dans cette satanée fac de droit. Bon, alors ça va être très compliqué. Je vais réussir, au bout d'un moment, à force de parler avec l'équipe soignante, ils vont m'octroyer, alors je ne sais plus si c'est une matinée ou un après-midi, peu importe, ils vont m'octroyer un bon de sortie pour aller faire 2 ou 3 heures de cours à la fac de droit. Et je pense que j'avais besoin d'expérimenter ça, en fait. Donc je vais en TD, et là je vois, parce que les traitements à l'époque étaient très lourds, et je vois que je ne suis pas capable de suivre. Au bout d'1 heure, je pars parce que j'ai une migraine atroce au niveau du cerveau. Et c'est là que je vais me dire, bon, peut-être que tu n'es plus capable pour l'instant de faire du droit, mais il faut que tu trouves d'autres choses. Et je vais me souvenir de la phrase d'un professeur de physique, que je croisais de temps en temps à la bibliothèque de la fac, qui m'avait dit, ça c'était avant que la schizophrénie se déclenche, hein, il m'avait dit, tu sais Florent, si un jour une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui va s'ouvrir. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et quand j'étais pas bien, je me souvenais de ça. Quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Donc je me suis dit, ok, tu peux plus faire du droit. Alors c'était très difficile, parce que forcément je m'étais beaucoup investi, à la fois émotionnellement mais aussi mentalement. Donc c'était très difficile de se dire, tu dois arrêter au moment où tu commençais à réussir. C'est un peu paradoxal. Donc voilà. Mais je me suis dit, ok, tu peux pas faire ça. Bon, bah tu vas essayer de faire d'autres choses. Alors dans un premier temps, hein, je ne vous cache pas qu'en sortant de l'hôpital psychiatrique, j'avais des difficultés de concentration. Le traitement était encore très lourd à l'époque. Donc du coup, j'ai essayé de travailler, mais limite trop tôt. J'aurais dû me reposer en fait.
Au début, je me souviens, je ne sais plus, c'est peut-être 1, 2 ou 3 mois après, j'ai voulu travailler comme téléopérateur. Donc dans des stations en fait type SFR, etc. Et donc j'ai fait une petite formation qui s'est bien passée, mais quand j'ai été soumis à la rigueur et au stress et à l'exigence de ce métier-là, qui n'est pas facile, au bout de 2 mois, ils m'ont licencié. Donc ça a été un échec. Et j'ai été très agréablement surpris, notamment par la déclaration de ma maman, parce que quand je lui ai dit, parce que je lui ai dit, il faut bien que je lui dise que je me suis fait licencier à l'époque. Et je me suis dit, elle va pas être contente, elle va être triste, ça va être compliqué. Je m'attendais vraiment à une réponse dans ce genre-là, en tout cas, où son attitude, je pensais que ce serait comme ça. Elle m'a dit, c'est pas grave, au moins tu as essayé, et t'inquiète pas, tu peux faire d'autres choses. Pareil, le pouvoir des mots. Peut-être que si elle m'avait dit, t'es nul, t'y arriveras jamais, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas écrit des livres, peut-être que je ne me serais pas octroyé le droit de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'assouvir mes passions. Et en fait, ce qui va être très important dans ma mutation, ça va être à la fois ma famille qui va me soutenir, mais aussi les mains tendues que je vais avoir. Quand j'étais plus jeune, j'étais trop fier pour accepter les mains tendues. Donc je me fermais dans mon monde, comme quelqu'un qui serait autiste. Et après, j'ai appris à mettre mon ego de côté et à accepter les mains tendues, à la fois de mes parents, à la fois du personnel soignant. Je me souviendrai toujours que une des premières personnes à m'avoir encouragé pour écrire Obscure Clarté, c'est tout simplement l'infirmier de l'unité dans laquelle j'étais interné à l'époque. Donc il va se passer des mois, des années, qui vont quand même être difficiles au début, parce que j'ai quand même fait une dépression quand on va m'annoncer le diagnostic de schizophrénie. Parce que, évidemment, c'est la double peine. À la fois, vous n'êtes pas bien, et en plus, on vous annonce que vous avez une des maladies les plus stigmatisées au monde. Moi, je ne connaissais pas la schizophrénie. À mon époque, en plus, on ne parlait pas du tout de rétablissement. C'était tabou. Je veux dire, quelqu'un qui travaille dans le milieu ordinaire, ce pas des choses qu'on m'a apprises. Donc j'ai dû me débrouiller un peu tout seul par rapport à ça, même si l'équipe soignante m'a aidé et m'a beaucoup appris. Donc du coup, ce qu'il a fallu faire, c'est la fameuse technique des petits pas. Un petit pas, un autre, puis un autre. Des fois, on recule, on régresse, mais c'est pas grave. On maintient l'effort et on reprogresse. L'art de la patience. J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'art de la patience en matière de schizophrénie. On la trouve sur YouTube. Et c'est vraiment quelque chose de prépondérant, de très important. Donc, je suis devenu par la suite aide-soignant. Alors, il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Les traitements ont diminué, ma concentration a pu augmenter, et j'ai pas lâché l'affaire, en fait. Parce que je me souviens que quand je regardais les émissions à la télé, du coup je me suis un peu renseigné sur la schizophrénie, je me suis demandé ce que c'était, et on nous disait qu'on ne pouvait pas travailler en milieu ordinaire. Et moi je me suis dit, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Alors effectivement, il a fallu que je me transcende, ça a été difficile, je ne vais pas dire que c'est comme ça facile, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir fait beaucoup de sport et d'avoir eu, j'en fais toujours d'ailleurs, d'avoir eu cette culture de l'effort et de ne pas lâcher. Croyez-moi, pour se rétablir, il faut se transcender. Il faut être capable de se transcender. Or, pour se transcender, il faut pousser ses limites. Quoi de mieux que le sport pour pousser ses limites? Quand je dis sport, c'est pas que courir, ça peut être faire de la marche. Il y a plein de sports différents. On a tous quelque chose, une activité physique qu'on aime plus ou moins. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais sortir de l'hôpital, je vais avoir un autre objectif, c'est de reprendre le basket. Mais à l'époque, avec les traitements, j'ai pris 30 kilos. Donc je peux vous dire que courir quand tu as pris 30 kilos, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas commencer par courir. Parce que je me viens de dire très vite, si tu cours, vu que tu avais pris 30 kilos à l'époque, tu vas tenir 5 minutes, tu vas être déprimé, tu vas te mettre en situation d'échec, tu ne vas pas grandir de tout ça. Je vais me dire, tu vas marcher. J'ai commencé par faire des marches.
Au début, je tenais 15 minutes parce que j'avais le souffle court. Après, je tenais 20 minutes, puis j'ai augmenté comme ça au fil des mois, en fait, la technique des petits pas, jusqu'à pouvoir recourir. Et pareil, quand j'ai commencé à courir, je me suis pas dit, je vais courir 1 heure tout de suite. Non, j'ai couru 15 minutes, puis j'ai augmenté progressivement. Ça se compte en mois et en années, tout ça. Donc, je vais pouvoir reprendre le basket, et pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que quand j'étais plus jeune, ben, j'avais un rêve, c'était d'être basketteur professionnel. Bon, ça j'ai raté, ça j'ai bien raté, mais c'est pas grave, je fais toujours du basket et je m'amuse beaucoup. Et cette culture du sport, je l'ai appliquée en fait à la schizophrénie. Ça m'a permis de devenir aide-soignant. J'ai été aide-soignant notamment dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, quand j'ai vu qu'il y avait une place dans un hôpital psychiatrique, et surtout celui où j'avais été, Guillaume Régnier, ben, j'étais content, mais je ne pensais pas être dans la même unité, parce que le Guillaume Régnier, c'est immense, à Rennes, c'est immense, il y a plein d'unités. Il y avait une chance sur 100 que je tombe dans la même unité. Et bah si, manque de bol, et bah si. Et je me souviens du premier jour où, quand j'ai vu que j'étais dans la même unité, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient encore là. J'ai également vu qu'il y avait des personnes soignantes qui étaient encore là. Je me suis dit, t'es mal barré, mon petit. Et au final, ça s'est très bien passé. C'est vraiment un moment que j'oublierai jamais. Donc, ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. D'accord? On a tous une seule vie. On a tous des passions. On a tous au moins un centre d'intérêt. Pas forcément une passion, mais au moins un ou plusieurs centres d'intérêt. On a tous des aspirations, des rêves. Et moi, ce que je veux démontrer, c'est qu'à la fois, j'ai cette maladie et je l'assume, mais avant tout, je suis un être humain. Je ne me définis pas par la maladie. Elle ne me définit pas. Je suis Florent, un être humain. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de montrer en faisant des conférences. Maintenant, j'ai arrêté d'être aide-soignant, je suis devenu coach en matière de schizophrénie. J'aide à la fois les familles et les personnes atteintes de schizophrénie avec mon expérience à la fois de personnes soignées, d'aides-soignants, également mon expérience de coach, parce que ça fait maintenant 1 an et demi que je fais ça. J'ai incorporé beaucoup de techniques de développement personnel et de neurosciences, parce que c'est des sujets qui me passionnent et c'est des sujets qui m'ont beaucoup apporté. Alors, comment ça se passe? Je vais appliquer donc certaines techniques comme la programmation neurolinguistique. Je sais, il y en a qui se disent peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui connaissent sûrement, mais ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se dire c'est quoi ce nom barbare? Programmation neurolinguistique, on dirait qu'on programme un robot, c'est un peu bizarre. En fait, c'est assez simple. C'est de la reformulation de la programmation neurolinguistique. Et moi, je l'applique à la schizophrénie. Quand j'avais des crises et des voix, ce qui m'a beaucoup aidé, au-delà du traitement, qui est une bonne béquille, mais je tiens à dire qu'il ne suffit pas, il faut faire aussi d'autres efforts dans sa vie de tous les jours. Ce qui m'a beaucoup aidé, et ce qui aide beaucoup les gens que je coach, c'est de reformuler. Si vous avez une voix dans la tête, par exemple, comme l'exemple de tout à l'heure, vous croisez quelqu'un dans la rue, il vous fait un sourire, et là vous avez 2 options, soit vous vous dites super, quelqu'un de gentil, soit vous vous dites, vous avez cette voix qui vient vous dire, il se moque de moi, il se moque de moi, il se moque de moi, de façon répétitive. Donc si vous voulez réapprendre à utiliser le cerveau, vous reformulez cette voix en disant, il me sourit, tout va bien. Par exemple. Il y a d'autres choses qu'on peut faire également, c'est-à-dire appliquer des phrases d'ancrage. Alors c'est quoi une phrase d'ancrage? Une phrase d'ancrage, ça va être une phrase qui vous donne de l'énergie, de la confiance. Ça peut être « tout est normal ». Par exemple, quelqu'un qui est en crise, s'il se dit « tout est normal », déjà le niveau de stress diminue, d'accord? Donc je vais lui dire « trouve-toi une phrase d'ancrage type « tout est normal ». Après, chacun peut se trouver sa propre phrase d'ancrage, il faut qu'elle soit facile à retenir, de façon à ce que ce soit instinctif le moment de la crise. Et puis après, tu reformules la voix que tu as dans ta tête de façon positive. C'est ça la programmation neurolinguistique appliquée à la schizophrénie. Il faut également savoir une chose. En m'intéressant au développement personnel, j'ai appris une chose.
Le cerveau fonctionne comme Google. Je m'explique. Si vous posez une recherche sur Google, par exemple, je pourrais lui demander, je sais pas moi, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie à un moment donné, il pourrait se dire, je vais taper sur Google, pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Ok, on pourrait taper ça. Qu'est-ce que vous allez avoir comme réponse? Parce que tu es nul, parce que tu fais pas assez d'efforts, peut-être, je sais pas, ça peut être parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Par contre, si vous posez une question à Google ou à votre cerveau, comment je pourrais faire pour que ça aille mieux? C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Si vous demandez à votre cerveau ou à Google, parce que c'est exactement la même chose, le cerveau fonctionne comme Google, si vous lui demandez comment je pourrais faire pour que ça aille mieux, vous allez avoir comme réponse, tu pourrais par exemple faire un peu de méditation, apprendre à mieux gérer tes émotions, ton stress, tu pourrais faire un petit peu de sport de temps en temps, ou faire un petit peu de marche, tu pourrais t'octroyer le droit d'avoir une passion, un centre d'intérêt, même le droit de rien faire une après-midi si tu as envie, il n'y a pas de problème. Mais en fait, question bête sur Google égale réponse bête. Question intelligente, réponse intelligente. L'art de se questionner. Et ça vaut pour tout le monde. À la fois pour une personne atteinte de maladie psychique et pour une personne qui n'en a pas. On a tellement appris à ce qu'on pense à notre place à travers les médias, à travers les séries, les débats télévisés, les informations, qu'on oublie qu'on est les propres créateurs de notre vie finalement aussi. Et donc c'est vrai que dans ces techniques de développement personnel et de neurosciences, le questionnement, l'art de se poser une question positive, donc d'avoir une réponse positive, même si c'est sur une situation négative, ça va faire qu'on va avoir d'autres perspectives. On va être dans l'action, dans le mouvement. Si je me dis, par exemple, comment je pourrais faire pour mieux gérer une crise de paranoïa? Je vais avoir des réponses. Mon cerveau va travailler. Il va trouver des réponses par lui-même. Il va trouver des techniques. Et je suis toujours très surpris d'ailleurs, quand je fais des coachings, de voir que chaque personne atteinte de schizophrénie a des petites parades, des choses qu'elle applique à elle-même pour aller mieux. Alors, des fois c'est un petit rien, mais souvent je pose la question, parce que du coup je coach aussi des gens qui font des crises, hein, forcément, et donc je leur dis comment tu as géré, est-ce que tu t'es servi de cette technique que je t'ai donnée? Alors souvent les gens me disent oui, et je dis est-ce que tu as employé quelque chose d'autre, une autre méthode? Et souvent, j'apprends aussi des gens que je coach. Ils me disent, bah oui, j'ai trouvé quelque chose. Moi, par exemple, j'ai un coaching qui me disait, quand ça va pas, il fait une sieste de 20 minutes. Il se met dans le vide, il met une musique douce, ça lui passe. C'est une de ses méthodes. Et chacun doit trouver ses méthodes. Mais comment on trouve ces méthodes? En se posant les bonnes questions. Il y a aussi quelque chose de très important. Alors on a parlé de programmation neurolinguistique. Et ben j'ai envie de dire la programmation, tout simplement. Si vous programmez vos journées, si vous programmez vos semaines, vos mois, voire même des années, c'est-à-dire si vous avez des objectifs sur une journée, ça peut être 3 fois rien. Quelqu'un qui n'est pas bien du tout, qui a atteint schizophrénie, qui est dans les premiers stades de la maladie, ça peut être un objectif tout bête. Moi au début, par exemple, j'étais bordélique. L'objectif c'était de ranger mon appartement. C'était le premier objectif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il a de la mémoire. Donc si vous faites quelque chose qui vous semble difficile, ardu, comme par exemple, moi qui étais très bordélique, ranger, c'était pas ma tasse de thé. Bon, je vous rassure, j'ai fait des progrès. Bah, en fait, la première fois que j'ai rangé mon appartement de fond en comble, à l'époque, j'ai eu un sentiment de gratitude. Yes, j'ai réussi, je ne me sentais pas capable, je me suis fait violence, j'ai réussi. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Vous allez développer des nouveaux circuits neuronaux
qui sont les circuits de la récompense. Donc, vous allez vous dire la prochaine fois que vous aurez quelque chose d'ardu à faire, de compliqué, que vous n'avez pas forcément envie de faire, vous allez vous dire « Ah, mais je me souviens, l'autre jour, je voulais ranger mon appartement, ça a été compliqué, je n'étais pas motivé, mais je l'ai quand même fait, j'étais fier de moi après. » Vous allez vous souvenir de ça. Ça va vous donner plus d'énergie, plus de force. Et donc, vous allez passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est quelqu'un, par exemple, qui est déprimé parce qu'il a atteint de cette maladie, par exemple, qui va se dire « À quoi bon faire de belles choses, c'est voué à l'échec ?» Cercle vicieux. Le cercle vertueux, c'est quelqu'un qui va faire des actions, petites ou grandes, peu importe, mais qui va s'auto-féliciter après. C'est très important quand vous faites quelque chose. Peu importe. Quand vous êtes dépassé, dites-vous « Yes, je l'ai fait ». Il faut être fier de ça. Et c'est ce que j'ai appliqué. Et donc, ce qui est très important, c'est que, en matière de coaching et en matière de développement personnel, finalement, on est comme une radio. Moi, je ne fais que transmettre des techniques, mon savoir, des idées. Après, la personne que je coach, c'est elle qui a la maîtrise. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va réussir à s'approprier mes techniques, à les développer, à les expérimenter. C'est le plus important. Et pour en revenir aussi aux droits des usagers, ce qui est vraiment important de mon point de vue, c'est d'avoir des perspectives, des objectifs. Or moi, quand la maladie s'est déclenchée, enfin le diagnostic est tombé plutôt, j'avais pas de... On m'a pas fixé d'objectif, même si c'est pas aux gens de nous en fixer à notre place. Mais comme la maladie, à l'époque, on parlait pas de rétablissement, on parlait pas de se stabiliser. Donc du coup, moi, au début, j'ai fait une dépression de 3 ans et puis du déni aussi, parce que pour moi, c'était impossible de faire d'être dans l'action, c'était voué à l'échec. À quoi bon reprendre des études? Ça sert à rien, de toute façon, j'arrive plus à me concentrer, et on m'a dit qu'on pouvait pas guérir de cette maladie ou même se stabiliser. Donc à quoi bon être dans l'action? À partir du moment où vous avez plus d'espoir, c'est très très mauvais. La dépression guette, que ce soit pour une personne atteinte de schizophrénie ou pas. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de développer quand je travaillais dans l'hôpital psychiatrique, c'est toujours donner de l'espoir, toujours montrer une porte de sortie. Et ce que je fais maintenant aussi dans les coachings, j'en discutais ce matin, ce qui est très intéressant, c'est, vous prenez une personne, par exemple, atteinte de schizophrénie, qui a une crise il y a 1 semaine. En général, elle n'est pas bien. C'est normal. Des fois, elle se remet en question même. C'est plutôt bon de se remettre en question. Mais elle va avoir beaucoup de mal à être dans l'action. Elle va voir toutes les choses de façon négative. Et moi, je vais lui dire, je l'écoute, je fais preuve d'empathie, je la laisse parler dans un premier temps, c'est important de sortir ses émotions. Mais je vais aussi lui dire, est-ce que dans ta journée, il y a quelque chose qui t'a plu? Ça peut être n'importe quoi. L'odeur de ton café, je sais pas. Ça peut être, t'as pris un bon repas, t'as discuté avec une personne qui t'a fait un compliment. Et en fait, ces personnes-là ont des programmes, moi j'avais ça aussi, mentaux, où on ne voit que le négatif. En boucle, on ne voit que ça, on est obnubilé par ça. Dites-vous bien une chose, si vous avez un problème, plus vous focalisez votre esprit dessus, plus le problème grossit. Si vous êtes atteint de schizophrénie, mais que vous pensez qu'à la maladie, que vous vous définissez par rapport à la maladie, elle va grossir, elle va prendre le contrôle. Par contre, si vous êtes capable de voir, je dis ça comme ça, mais ça peut être ça, un beau lever de soleil, capable de s'émerveiller de n'importe quoi, vous allez focaliser votre attention sur autre chose que la maladie. Si vous êtes capable d'avoir des centres d'intérêt, des passions, vous allez vous motiver. On dit toujours dans la vie, il faut être motivé.
C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les gens vont être naturellement motivés par des choses qui leur plaisent. Moi, si vous me dites demain tu vas faire un saut à l'élastique, c'est pas une question de motivation, c'est que j'ai pas envie, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc je vais avoir du mal à le faire. Peut-être que je le ferai quand même, mais je vais avoir du mal à le faire et ce sera pas une question de motivation. Les gens qui réussissent à se stabiliser, à se rétablir, c'est pas qu'ils ont moins de motivation ou plus que les autres. C'est pas ça la question. C'est comment ils la dirigent, cette motivation. On a tous un capital motivation dans la journée. Mais si on le dirige, si on s'épuise à faire des choses qui ne nous correspondent pas, eh bien forcément, on va se dire à la fin de la journée, j'ai pas fait ça, je suis vraiment nul. Ou je voulais faire ça, parce qu'on m'a dit que c'était bien de faire ça. Mais moi, c'est pas mes aspirations. Donc, à la fin de la journée, on va se déprécier. Cercle vicieux. Par contre, quelqu'un qui a un hobby, un centre d'intérêt, qui veut développer un art, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, et qui se met dedans, progressivement, il va reprendre confiance en lui, en son esprit, en ses capacités. Et il y a tout un travail à faire sur la confiance en soi en matière de schizophrénie. Parce que quand le diagnostic tombe, souvent, la confiance en soi, boum, elle explose. Ça m'est arrivé aussi. Dites-vous bien, la confiance en soi, c'est comme un muscle. Elle peut se développer, elle peut aussi rétrécir. Mais elle se travaille donc, avec des petites actions dont je parlais tout à l'heure. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est, je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure, l'art de la patience. Vous avez le droit, quand vous êtes atteint de maladie psychique, d'avoir des moments de doute, des moments où vous n'y arrivez pas, des moments où vous êtes fatigué. Mais il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire l'art de la patience. Des petites actions, plus des petites actions, plus des petites actions, ben, au bout de quelques années, ça fait une putain d'action et ça fait un putain de rêve qui peut se réaliser. Donc en fait, ce qui est important, c'est de maintenir l'effort avec l'esprit de la patience et aussi d'avoir de la compassion pour soi. Soyez amis avec vous-même. C'est pas facile et c'est très important. Si vous vous parlez bien, si vous êtes bienveillant avec vous-même, si vous contrôlez votre cerveau, vous allez contrôler vos voix, vous allez gérer votre stress, vous allez gérer vos émotions, vous allez gérer votre vie. Donc je vais terminer cette conférence en vous disant deux choses. La lumière, il y en a pas mal de lumière là, la lumière n'est jamais loin, il suffit parfois de savoir où regarder, où regarder. Et surtout, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Merci. Merci beaucoup.